Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce lunch connecté de la Mêlée. Donc la Mêlée est une association qui depuis 20 ans accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation numérique sur l'ensemble des territoires d'Occitanie. Alors aujourd'hui, nous recevons Fabien Bonnefille, adhérent à la Mêlée côté Montpellier. Fabien, tu es expert en gestion d'entreprise et en solutions de financement. Et ce matin, tu vas nous présenter les différentes solutions qui existent pour financer son entreprise, alors au sens large, quelle que soit sa taille, sa forme juridique, son niveau d'avancement, ses besoins ou encore son caractère innovant. Merci Amandine. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vais me présenter brièvement avant de commencer. Donc j'ai été cadre dans la banque LCL pour pas la citer donc pendant 28 ans. Et je donne des cours depuis 18 ans par ailleurs dans des écoles supérieures, notamment l'école supérieure de la banque. Et donc depuis presque 2 ans, donc j'ai créé ICO Solutions qui propose des solutions digitales de gestion d'entreprise, d'optimisation financière, levée de fonds sous forme de prestations et de formation. Et quand le besoin se fait sentir, je fais donc de la gestion de patrimoine pour les dirigeants. Donc le but de cette thématique, c'est de passer en revue donc les principaux modes de financement avec chaque fois donc leurs avantages et aussi leurs inconvénients, quelques erreurs aussi à éviter avec des conseils que je pourrais vous donner. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque en 30 minutes, c'est compliqué. Mais bon, bien sûr, après, je suis entièrement disponible pour toutes vos questions. Donc, le financement, c'est d'autant plus important puisque c'est le véritable moteur donc de toute entreprise et surtout à tout moment. C'est ce qu'on va voir, ensemble. Donc, pour trouver le bon financement, on verra que ça va dépendre de la taille de l'entreprise, puisqu'on trouve différentes tailles disponibles. Ça va dépendre de la phase dans laquelle elle se trouve. On verra qu'une entreprise a différents niveaux dans son historique. Et enfin, nous passerons plus de temps sur la partie besoins, puisqu'ils sont vraiment très variables selon leurs origines. Et en fonction, bien sûr, de ces besoins, en face, il y aura la réponse en termes de financement. Donc, nous insisterons un peu plus là-dessus. Donc, concernant la taille, donc la taille, elle est, on va dire qu'il y a des catégories qui sont établies par l'INSEE. On distingue 4 principales catégories. Donc, la TPE. Alors, les catégories sont faites en fonction donc, du nombre de personnes qui y a dans l'entreprise et aussi donc, du niveau de chiffre d'affaires qu'elle réalise. Donc, on distingue les TPE, donc moins de 10 personnes et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Les ETI, moins de 5 000 personnes et moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Les PME, moins de 250 personnes et moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Et les grandes entreprises, donc là, où on est à plus de 5 000 personnes et plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc nous, bien sûr, on va plus s'intéresser aux TPE, puisque pour les autres sociétés, c'est encore d'autres besoins et d'autres problématiques. Ensuite, concernant la phase, donc la phase, donc c'est comment dire, c'est lié à l'historique de l'entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, une entreprise, elle est comme un être humain. Elle va traverser donc des phases qui vont être plus ou moins longues selon le cas. Et comme vous pouvez le voir, donc selon la phase dans laquelle elle se trouve, ses besoins sont différents. Et du coup, les types de financement et surtout les montants vont être différents. Donc, vous voyez que ça évolue dans le temps. On commence par des petits financements au début de l'existence de la société pour finir après, donc quand la société est en phase de maturité, donc à la fin de son cycle, sur des financements de plusieurs millions d'euros. Donc voilà, je trouve ce graphique intéressant parce qu'il permet effectivement de voir qu'à chaque moment, on se trouve dans une typologie différente avec des montants qui s'adaptent forcément à ce cycle. Alors, concernant les besoins, donc les besoins, on va essayer de les lister, mais surtout de les regrouper par catégorie parce qu'il y en a beaucoup.
on fera un focus sur certaines, hein. L'idée, c'est de voir d'où vient ce besoin, hein, quelle est l'origine, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, l'entreprise a eu un besoin de financement, euh, sachant bien sûr que les besoins vont être variables, hein, bien sûr, selon le secteur d'activité, puisque en rentrant dans l'État, on peut s'apercevoir que selon l'activité de l'entreprise, ses besoins en capitaux sont plus ou moins importants. Alors, si on veut faire ce focus, hein, sur les besoins, je trouve qu'il est utile donc de séparer deux grosses catégories. Et vous allez voir que chaque catégorie, il y a de quoi dire, hein. Donc, on a dans un premier temps ce qu'on peut appeler l'investissement. Euh, et donc ensuite le fonctionnement. Alors pour ce qui est de l'investissement, donc j'ai identifié les principales sous-catégories, hein, il y en a d'autres, euh, sur lesquelles on va faire quelques commentaires à chacune. Donc tout ce qui concerne la création et la reprise d'entreprise. Alors à ce sujet, une petite parenthèse, on parle souvent de création, et c'est souvent sous les feux des projecteurs quand on crée une entreprise, mais il faut savoir que les reprises de sociétés euh, sont aussi très importantes et vont l'être encore plus peut-être dans les prochaines années parce qu'il y a une pyramide des âges des dirigeants d'entreprise qui fait que, d'après ces statistiques, dans les prochaines années, ça a déjà commencé d'ailleurs, de très nombreux chefs d'entreprise vont devoir profiter de leur retraite et ça veut dire qu'ils vont devoir se séparer de leur entreprise et la proposer à des repreneurs. Bon, c'est vrai que la création d'entreprises, elle aussi, hein, de belles années devant elle, hein, puisque bon, aujourd'hui, que ce soit les étudiants ou les demandeurs d'emploi, hein, on trouve de plus en plus de créateurs d'entreprises. Donc, à ce niveau-là, des financements, bien sûr, sont nécessaires. Concernant le matériel, alors là aussi, le matériel, il y a des besoins très, très différents selon les secteurs d'activité. Bon, on y trouve quelques points communs, hein, comme par exemple les véhicules, l'informatique, mais c'est très, très varié, tant au niveau des prix que de la typologie. Ensuite, concernant les locaux, alors locaux et fonds de commerce, donc il ne faut pas confondre les deux. Le local, c'est la partie, on va dire, qu'on peut toucher, c'est la partie dure. Euh, alors que le fonds de commerce, lui, c'est, bon, les Américains, ils appellent ça la poudre aux yeux, parce qu'en fait, c'est juste le droit d'utiliser, le droit de, on va dire, d'exister, hein, qui se vend. Voilà. Ensuite, on peut distinguer la recherche et développement, hein. Donc, là aussi, selon les secteurs d'activité, va représenter plus ou moins d'importance. Et à ce sujet, une des particularités de ce point-là, c'est qu'elle peut bénéficier, dans certains cas, d'avantages fiscaux qui sont pas négligeables et qui peuvent faire l'objet aussi euh, de financements particuliers. Voilà pour la partie investissement. Ensuite, concernant le fonctionnement d'une entreprise, donc le fonctionnement d'une entreprise, ben, une entreprise c'est comme une voiture, elle a besoin donc d'essence, hein, pour avancer. Donc, son exploitation, si vous voulez, va, selon le secteur d'activité, générer donc des besoins financiers. La plupart du temps, c'est d'où ça vient, ces besoins financiers, ben, ça va être donc des décalages entre le paiement des fournisseurs et l'encaissement auprès des clients, hein. Donc, tous ces décalages additionnés les uns aux autres font que on se retrouve avec euh, on peut se retrouver avec des besoins importants. Donc, très lié à l'exploitation, donc on a après la trésorerie, donc qui va être, elle peut être impactée par des baisses d'activité. Alors, ces baisses d'activité, ça peut être dû à des cycles. Si par exemple la société a une activité saisonnière ou passagère, ou ça peut être donc des baisses d'activité, je dirais, accidentelles, hein, comme on connaît malheureusement depuis plusieurs mois maintenant avec la crise sanitaire. Voilà. Et donc, la trésorerie, c'est un des points les plus importants, hein, car c'est vital, hein, pour la survie de l'entreprise, hein. Je le disais tout à l'heure, sans trésorerie, l'entreprise ne peut plus s'arrêter. J'ai malheureusement vu dans ma carrière, hein,
très très belles sociétés où tous les moyens étaient ouverts, de beaux produits, un beau carnet de commandes, mais une trésorerie mal planifiée a fait que l'entreprise s'est arrêtée net, tout simplement. Donc on trouve à ce sujet beaucoup de, de webinars d'ailleurs. Pendant le confinement, on a vu apparaître sur Internet beaucoup de webinars sur la thématique de la trésorerie. Ensuite, les cautions. Alors les cautions, c'est quoi, hein? C'est sûr qu'on connaît ce terme surtout quand on va louer un appartement, par exemple. Mais il faut savoir que les entreprises, selon les activités qu'elles ont, peuvent parfois être amenées à payer des cautions qui, du coup, va leur générer, donc va leur immobiliser des besoins financiers. Donc, on verra que les financiers peuvent apporter une réponse à cette problématique. Voilà. Et ensuite, j'ai mis l'international. Alors, en quoi l'international peut peut apporter donc un besoin de financement? Ben, c'est parce que selon votre activité avec l'international, vous pouvez être amené donc à décaisser des fonds et à avoir besoin de l'aide donc de partenaires financiers. Alors, on revient donc sur on va voir maintenant la réponse hein, qu'on peut avoir par rapport à ces besoins qu'on vient de lister, puisque la finance, c'est un business comme un autre. Hein, dès l'instant où il y a un besoin qui se refait sentir, ben, en face, on y apporte la réponse. Donc, concernant l'investissement, vous le voyez, le crédit bancaire donc, occupe une place importante. Sur cette, bon, c'est aussi le plus connu, bien sûr. Hein, donc, le crédit bancaire, rapidement, hein, donc c'est un mode de financement bancaire la plupart du temps, qui consiste à mettre à disposition des fonds. Alors, sur des horizons qui vont aller donc de quelques jours à plusieurs années, hein, ça peut aller donc jusqu'à 15 ans. Hein, donc là, on est sur du très long terme. Bon, on va pas se voiler la face. Hein, donc la dureté relative des conditions d'octroi de crédit bancaire, plus le manque de flexibilité, rend ce type de financement de plus en plus difficile hein, donc, par les TPE. Alors il y a quelques exceptions, on l'a vu encore une fois avec l'actualité récemment. Vous avez certainement dû entendre parler du PGE, hein, du prêt garanti par l'État, qui lui par contre était beaucoup plus facile à obtenir. Bon, c'était une exception. Ensuite, vous avez donc les crédits spécialisés bonifiés. Donc, comme vous pouvez le voir, ils s'adressent à on va dire, des cibles bien particulières. Alors, bon, on peut citer les professions libérales, par exemple, les agriculteurs hein, qui ont droit à certains financements très spécifiques, et d'autres secteurs bien particuliers, comme ce qui est l'investissement socialement responsable, etc. Ensuite, donc, on a le leasing, donc tout ce qui touche au crédit bail. Hein. Donc, c'est un mode de financement par lequel, alors qui est de plus en plus connu hein, auprès du grand public, mais qui existe depuis très très longtemps hein, pour les professionnels. Donc, le leasing, en fait, c'est pas vraiment un mode de financement à part entière, dans la mesure où c'est une entité financière ou pas, hein, ça peut être une société spécialisée qui met à la disposition, donc là, ça va être une entreprise, puisqu'on parle des entreprises, un ou plusieurs actifs pour que celui-ci soit utilisé de façon quotidienne, hein, si possible, pour son exploitation. 11h46. Alors, la contrepartie de cette mise à disposition, ben, ça va être bien sûr le versement donc, de loyer au propriétaire du bien. Alors, le leasing est bien différent d'une location pure, hein, à la fois au niveau fiscal, mais aussi au niveau juridique, au niveau économique. Et en général, bon, il est prévu qu'à la fin du leasing, bien sûr, on puisse pouvoir acheter le matériel en question. Voilà. Alors, beaucoup moins connu du grand public et même des entreprises, hein, c'est une variante du leasing qui va consister pour une entreprise à utiliser un bien qui était préalablement le sien. Je prends un exemple, hein, vous avez une machine que
que vous aviez acheté, mettons, il y a 2 ans, vous aviez fait l'erreur de l'autofinancer, et aujourd'hui, vous regrettez. Vous dites, cette machine-là, si j'avais su, je l'aurais acheté soit à crédit, soit en leasing, mais bon, c'est trop tard, on l'a autofinancé. Il y a, grâce à une technique qui s'appelle le leaseback, vous pouvez donc revendre votre propre machine à une société donc spécialisée qui, du coup, va maintenant vous la louer. Donc, ça vous permet à ce moment-là de faire entrer de la trésorerie. Mais bon, de façon générale, hein, les deux gros les financements principaux, hein, pour tout ce qui est investissement, on va y trouver donc le crédit moyen long terme, hein, comme je disais tout à l'heure, qui peut aller de 2 ans à 15 ans. Le gros avantage de ce mode de financement, c'est qu'il va préserver votre trésorerie, hein. Vous voyez l'erreur que je disais tout à l'heure, imaginez, bon voilà, vous avez une trésorerie qui se porte très bien, vous avez 30 000 euros sur votre compte courant, vous souhaitez acheter une machine qui vaut 15 000 euros, vous vous dites, oh, puisque je les ai sur le compte, autant les utiliser. Ça, c'est une erreur qui peut, par la suite, hein, peut avoir des conséquences lourdes, alors que le financement, lui, permet donc de préserver cette trésorerie qui pourra peut-être servir dans les semaines ou dans les mois ou dans les années à venir. Voilà. Et le crédit bail que je viens d'évoquer, qui est vraiment un outil très intéressant, à tel point que maintenant, je le disais tout à l'heure, il se développe aussi chez les particuliers, hein, puisque maintenant, on peut trouver tout un tas de biens ménagers, électroniques ou autres, en location. Alors, concernant le fonctionnement maintenant de l'entreprise, donc on va lister les principaux outils les entreprises ont à leur disposition. Donc, on va y trouver l'escompte et des effets de commerce. Alors ça, c'est réservé aux entreprises, hein, qui utilisent ce moyen de paiement et qui nécessitent par contre d'avoir comme clients des clients avec des situations financières solides, hein, donc, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, beaucoup moins connu, hein, c'est ce qu'on appelle la cession de créances professionnelles et la facturage. Les deux sont très similaires. Ça va consister pour des entreprises de céder leurs créances non encore échues à une société spécialisée qu'on appelait un factor ou une banque, et qui, elle, après, va se charger de l'encaissement, hein. Vous faites sous-traiter votre paiement, et ça permet du coup de faire rentrer des fonds immédiatement, hein, sans avoir à attendre ces fameux délais, hein, qui peuvent s'avérer très préjudiciables selon le cas. Donc, c'est une technique qui est un peu lourde, hein, mais pour lesquelles elle peut répondre quand même des certaines problématiques. Beaucoup plus connu, le découvert en compte, hein, puisque lui, il s'adresse aussi aux particuliers. Donc ça, le découvert, c'est un très bel outil qui permet d'éviter c'est surtout de la prévention, hein, d'éviter des incidents de paiement. Et ce qui va compter, surtout, c'est l'anticipation, hein. Un découvert autorisé, ça ne se prévoit pas la veille, hein, d'un découvert, ça se prévoit bien en avant, hein. Donc, il faut être vraiment dans la prévention pour éviter tout incident. Enfin, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'une entreprise puisse être amenée dans son activité à payer des cautions. Je citais, pour vous imaginer, le propriétaire qui va louer un appartement à qui on demande une caution. Une entreprise, selon son activité, elle peut elle aussi être amenée à payer des cautions. Et donc, pour éviter de sortir cette somme-là, il existe ce qu'on appelle des cautions bancaires qui vont du coup éviter de sortir cette trésorerie. Alors, ces cautions bancaires, elles peuvent intervenir dans le cadre des douanes, dans le cadre de cautions fiscales, si vous traitez avec des marchés publics aussi, hein, ça c'est très utile à ce moment-là. Ensuite, j'évoquais tout à l'heure le fait que lorsque une entreprise travaille avec l'international, elle peut être amenée à avoir besoin donc d'outils particuliers. Et donc, ici, on a l'outil en question, ça s'appelle donc le crédit documentaire, qui est toute une procédure, hein, mise en place par un établissement financier, consistant à
faciliter donc ce commerce international en le couvrant contre des risques commerciaux, des risques politiques, des risques financiers et surtout apporter à votre client à l'étranger la sécurité dont il a besoin. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail concernant ce crédit qui est, bien sûr, s'adresse qu'à une certaine catégorie d'entreprises. Alors, une petite parenthèse, mais ça sera qu'une parenthèse, et puis si le sujet vous plaît, on pourra peut-être envisager d'en faire un lunch à part entière, hein. C'est le financement, toute la gamme des financements dits alternatifs, hein. Donc, comme son l'indique, alternatif, c'est ils peuvent venir en supplément ou en secours des financements classiques, dans lequel bon, on va y trouver certains plus ou moins liés, hein, aux banques. Donc, vous avez les subventions que vous pouvez obtenir. Alors, à ce niveau-là, bien sûr, ça demande des démarches importantes. Vous avez l'incontournable BPI France, hein, qui est la banque de l'État créée pour les entreprises et qui propose toute une palette de financement adaptés. Parfois, on peut trouver les prêts d'honneur, hein, pourquoi pas. Les prêts aidés. Donc, les prêts aidés, ben, récemment, on a eu le PGE, hein, qui a beaucoup fait parler de lui et rendu bien des services. Ensuite, on commence à voir émerger donc, des plateformes de marketplace, hein, comme on peut trouver dans d'autres domaines. Ben, il en existe aussi pour le financement. Donc, ça, c'est en train de se développer très fort. Le love money, alors le love money, c'est un peu particulier puisque ça consiste tout simplement à aller chercher des financements auprès de votre entourage proche ou moins proche. Donc là aussi, hein, il y a des sociétés qui proposent des systèmes d'analyse de réseau, hein, pour aller chercher ces capitaux. Les business angels, alors les business angels, ils existent vraiment, hein, c'est pas une légende. Ils sont même assez faciles à trouver. Ça consiste, donc c'est des personnes physiques, hein, qui mettent à la disposition de jeunes entreprises des apports financiers. Alors après, les contreparties sont variables selon les cas. Donc les business angels pardon, évoluent habituellement sous forme de réseau ou d'association, mais parfois il y en a qui interviennent de façon solitaire. Ensuite, donc, on a toute la panoplie donc, des fonds d'investissement, hein, les fameux capital risque, qui va consister à désigner donc, des investisseurs particuliers ou institutionnels. Donc là aussi, hein, le but, c'est de pouvoir les identifier correctement. Et enfin, donc, le crowdfunding, hein, qui a beaucoup fait parler de lui ces 10 dernières années, qui est encore en phase de développement et pour lequel on a de plus en plus donc, de nouveautés qui arrivent chaque jour. Bon, grosso modo, il y a 3 catégories, hein, donc le crowdfunding pur, qui fonctionne sous forme de collecte avec ou pas contrepartie. Vous avez le crowdlending, qui consiste à donner une partie de votre chiffre d'affaires sur une période donnée, et le crow equity, qui consiste à donner une partie de votre capital en contrepartie de l'aide. Hein, donc là-dessus, effectivement, il y a beaucoup à dire aussi, mais c'est quand même quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Et là aussi, hein, ce n'est pas une légende, on peut très facilement obtenir des capitaux avec ce type de financement. Alors, pour finir, donc, je vais essayer de détailler donc, en termes de conseils, hein, ce que je peux vous donner de façon très, très rapide. Il me reste quelques minutes. Donc, bon, ils ne sont pas forcément dans l'ordre, hein, mais bon, déjà, anticiper, hein, c'est très important de ne pas naviguer à vue et de vous dire qu'est-ce que je vais faire demain ou la semaine prochaine. Il faut anticiper sur plusieurs mois et voire même sur plusieurs années. C'est important. Comme on vient de le voir, donc c'est choisir le bon financement, le financement adapté vraiment à vos besoins, de façon à ne pas avoir de regrets plus tard, hein. Je prenais l'exemple de l'achat de la machine qu'on regrettait 2 ans plus tard d'avoir autofinancé. Soyez quand même vigilants sur les garanties qu'on va pouvoir vous demander, parce que même si la loi est assez protectrice à ce niveau-là, hein, pour
pour les emprunteurs, vous n'êtes pas à l'abri donc de financiers un peu malveillants qui pourraient vous demander des garanties qui pourraient se retourner contre vous après. Donc, ne négligez pas cette politique de financement qui consiste à se dire le financement, c'est pas, il faut pas hésiter à l'utiliser. C'est pas quelque chose qui brûle quand on le touche. Soignez votre trésorerie. Donc là-dessus, je vous disais, quand on voit le nombre de webinars qu'il y a eu pendant le confinement là-dessus, c'est vraiment une thématique très importante qu'il ne faut pas négliger. Ne bridez pas votre développement, ne vous dites pas, ben non, vu que les financements sont compliqués à obtenir, je ne vais pas me développer comme je voulais ou assez rapidement. Non, non, il faut savoir que si votre projet est bon, il ne faut pas le mettre en sommeil à cause de manque de financement. Il faut savoir prendre du recul, bien sûr, s'informer comme vous le faites aujourd'hui et d'autres façons. Il faut bien sûr avoir toujours un œil sur sa structure financière. Donc là-dessus, il y a de plus en plus d'outils qui sont vraiment très intéressants avec la possibilité d'avoir aujourd'hui, grâce à la digitalisation, des données quasiment en temps réel. Moi, j'ai connu une époque, je ne vais pas faire le vieux, mais une époque où on naviguait avec 3 à 6 mois de retard sur les données financières, donc compliqué après de rectifier si on était sur une mauvaise route, puisque les comptables mettaient des fois plusieurs semaines avant de réagir sur les données financières, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir quasiment du temps réel, en plus avec des tableaux de bord vivants, etc., qui sont plus ou moins faciles à interpréter. Donc là-dessus, il faut y aller. Frapper à la bonne porte, tout simplement, parce qu'il faut, avec votre interlocuteur financier, donc avoir le même langage. J'ai eu récemment un exemple concret avec une société qui demandait un investissement et cette société était un financement. Cette société, elle était dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un domaine vraiment très particulier et si on ne le connaît pas, si on n'a pas, si on n'est pas sensibilisé à ce domaine-là, c'est un peu, voilà, ça peut faire un peu peur, si vous voulez. Donc, si vous allez voir un financier qui n'est pas, on va dire, sensibilisé à cette thématique, l'entretien durera 2 minutes. Il va faire comprendre que c'est loin d'être gagné et votre demande de financement n'aboutira certainement pas. Alors que si vous allez voir un financier qui, lui, est spécialisé, alors spécialisé c'est le mieux, mais ne serait-ce que déjà sensibilisé à votre thématique, le discours que vous allez lui tenir, déjà ça va lui parler et voilà, l'entretien a des chances d'aboutir sur quelque chose de concret. Donc ça c'est important de trouver la bonne porte. Alors, je sais que c'est pas facile, des portes, il y en a plein, mais bon, il faut arriver à les identifier. Voilà. Et enfin, je terminerai donc effectivement par l'accompagnement à tous les niveaux de recherche pour justement avoir une approche cohérente, avoir une vision déjà professionnelle, un regard extérieur et vous éviter donc de faire des erreurs parfois fatales et vous décourager, puisque comme je l'ai dit, sans financement, la plupart du temps, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas aller de l'avant. Et donc, si la connexion nous le permet, il y a une question donc, sur la partie levée de fonds, Business Angel, dont tu nous as un peu parlé. On associe souvent ce type de financement aux startups et à la croissance, voire à l'hypercroissance. Savoir, est-ce que c'est quelque chose qui, au final, ne concerne que les startups et les entreprises innovantes ou pas? Et de toute manière, comment une entreprise sait si elle y est éligible? Alors, toute entreprise, dès l'instant où elle a des perspectives de développement importantes, est éligible. Et après, ce qu'il faut se dire, il faut se mettre dans la peau de ces business angels. Ils ont une vision, alors certes économique, puisque leur objectif est effectivement d'arriver à retrouver à minima leurs capitaux, mais beaucoup ont une vision un peu
pas philanthropique, mais voilà, ils sont plus là pour essayer de faire entre guillemets une bonne action aussi, en se disant que ils ont quand même bien conscience que ces entreprises ont du mal à trouver des financements ailleurs. Et ils se disent un peu, ils se valorisent en se disant grâce à nous, on n'aurait pas été là, ben voilà, cette belle entreprise n'aurait jamais pu se développer. Donc, quelque part, il faut toucher leur corde sensible pour euh, les, les- les séduire, si on veut dire, en les mettant en valeur, en disant, ben voilà, grâce à vous, vous aurez un petit peu ce rôle, on va le dire, pas de bienfaiteur, parce qu'ils sont quand même là aussi pour récupérer leur mise de départ. Euh, mais voilà, c'est pas que des données économiques qui comptent pour eux. Bon, les plus connus hein, par le grand public de Business Angel, on a par exemple Xavier Niel, hein, le patron de Free, qui lui, bon, on peut pas dire qu'il fasse ça pour l'argent parce qu'il en a plus qu'assez. Hein. C'est pas ce qui le motive au quotidien. Ce qui le motive, c'est voilà, peut-être se sentir utile, se mettre en avant si effectivement après l'entreprise arrive à avoir des beaux succès en disant, bah, vous voyez, c'est un peu grâce à moi si elle a évoqué. Donc, il faut arriver voilà, à leur donner un petit peu envie à ce niveau-là et plus insister sur des données, pourquoi pas des thématiques environnementales, sociétales et pas que des chiffres. Merci. On a une question d'Hélène qui aimerait peut-être rentrer plus dans les détails du côté des financements alternatifs donnés par la région, proposés par la région Occitanie. Alors effectivement, chaque collectivité locale, bon là, elle évoque la région, mais après, ça peut être une agglomération, la métropole, ça peut être le département, euh, l'État, effectivement, toute structure, on va dire, publique a sa propre gamme de financement, d'aide. Effectivement, là, le mieux, effectivement, je parlais tout à l'heure de frapper à la bonne porte, c'est effectivement de s'adresser à la structure qu'on vise pour avoir effectivement les vraies caractéristiques et pourquoi pas être éventuellement redirigé vers une autre structure. J'ai eu le cas récemment d'une société qui n'était pas éligible aux critères de la région, mais la région les a, en tout cas l'interlocuteur l'a re-aiguillé vers la structure, là c'était l'agglomération des Pays de l'Or, hein, qui avait une structure sur Lunel qui a pu apporter la solution. Voilà. Parce qu'en fait, chaque entité donc publique a ses propres critères et il faut les connaître parce que c'est vraiment la jungle. Il y a même l'Europe, hein, j'ai oublié l'Europe aussi. En effet, c'est vrai que les collectivités sont nombreuses et proposent souvent des solutions qui peuvent être très intéressantes. Et j'allais dire aussi d'où l'intérêt de taper aux portes déjà et puis de se faire accompagner par les bonnes personnes, par un acteur local qui va être capable de vous aiguiller, donc que ce soit un consultant et ou un incubateur, un accélérateur, ce type de structure-là, enfin, ou même nous en tant que réseau. La mêlée, par exemple, bon, la région Occitanie est un de nos principaux partenaires. Donc, c'est vrai on va être en mesure parfois de vous aiguiller vers tel ou tel financement ou aide au fonctionnement. Je parlais de l'Europe tout à l'heure, j'ai une partenaire hein, qui s'occupe de monter les dossiers parce que bon, il y a une certaine façon de les monter, etc. Pour des éventuelles aides et financements. C'est son activité principale. Elle fait que ça. En effet, du côté de la région Occitanie, on a aussi, enfin, on peut citer le prêt d'honneur Créalia, qui est très utilisé par les startups et qui présente des caractéristiques très intéressantes pour les porteurs de projets. Thierry doit nous laisser. Merci beaucoup. Bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Fabien, est-ce que tu veux dire un mot pour terminer? J'espère qu'on pourra renouveler ce genre de support. Hein. Je trouve que c'est très intéressant de faire ça sur une courte période, une durée courte, hein, parce que ça permet comme ça de ne pas trop se monopoliser. Et puis, bon, les thématiques après, peut-être si vous avez des souhaits, hein, n'hésitez pas à nous les faire suivre. J'évoquais tout à l'heure, pourquoi pas refaire un lunch sur
le financement alternatif, où là, il y a beaucoup à dire, et notamment sur le crowdfunding. Tout à fait. En tout Excusez-moi. cas, merci beaucoup pour ta présentation et ton partage. Si vous souhaitez avoir donc plus d'informations, contactez directement Fabien donc, sur LinkedIn et puis vous avez ses coordonnées et son site internet. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les actions de la mêlée, rendez-vous sur le site lamêlée.com. En attendant, on vous souhaite un très bon appétit, une excellente journée Ouais. et on vous dit à très bientôt.